Olagnier, entreprise de père en fils créée en 1969. C'est toujours cet état d'esprit qui anime depuis 50 ans cette entreprise familiale, car aujourd'hui, la 3e génération est en place. Actuellement, la société compte une vingtaine de salariés avec une forte présence sur le marché de l'électricité et la climatisation. Grâce à son expérience et son implantation sur la ville de Nîmes, l'entreprise Olagnier est un atout majeur dans son secteur géographique. Ce héros, Franck Alexandre, d'une montagne à l'autre, l'homme a voyagé. Les années ont passé, sportif de haut niveau, il s'est challengé au contact des plus grands, affecté aux renseignements généraux, au cœur des enquêtes. Il a sondé l'âme humaine. Le chef d'entreprise, devenu aujourd'hui coach formateur, président de société, Franck Alexandre, vous transmet ses secrets pour délivrer votre puissance intérieure. Retrouvez ce roman chez Nombre 7 éditions, puis chez Amazon et à la Fnac. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Aujourd'hui, nous recevons Johan Gillet, le candidat à la mairie de Nîmes, conseiller régional d'Occitanie, président des groupes des élus du Rassemblement national et de la droite populaire de Nîmes, ainsi qu'à Nîmes Métropole, directeur de cabinet du maire de Beaucaire, ancien directeur régional de société. Alors, sous l'œil curieux et intéressé de Bébé Benjamin Baron, notre baron noir à nous. Michel Monteil, le caricaturiste de l'émission, accompagné de Amélie Paillet, la maquilleuse et son pinceau magique, ainsi que la responsable de la communication et la photographe de l'émission France Pélicano. Nous recevrons également Karine Winchet, qui souhaite avoir son droit de réponse suite à l'émission que nous avions réalisée avec François Segui. Et puis, elle sera accompagnée de Olivier Jalaguier. Il y aura beaucoup de choses à dire pour cette émission. Donc, merci encore une fois. Il est temps pour moi de rejoindre notre invité. A tout de suite. Bonjour Johan. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Tête à Tête. Bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir. Merci. Bonjour. J'ai plaisir à donner cette citation et suivra ma première question. Elle est d'Édouard Herriot, ancien maire et ministre du gouvernement. La politique, c'est comme l'andouillette. Ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop. Bonjour Johan Gillet. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Non, on se tutoie, il n'y a pas de souci. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Bon alors, sache que c'est une première pour nous avec le Rassemblement national. Et ça nous fait particulièrement plaisir de te recevoir dans l'émission Tête à Tête. Merci de me recevoir. Tous les partis sont ainsi représentés. Alors, une première question déjà. Alors comme ça, tu n'as pas souhaité répondre au collectif de Nîmes en transition sur les engagements en faveur de la transition écologique. Alors c'est pas que j'ai pas souhaité répondre, c'est que ce collectif a adressé à l'ensemble des candidats un pacte pour que les candidats s'engagent. J'ai reçu ce pacte de mémoire lundi dernier et dès mardi, ils ont communiqué en disant que certains candidats avaient répondu et que d'autres n'avaient pas répondu. Donc que je n'avais pas répondu. Alors même que j'avais été questionné uniquement la veille sur un pacte faisant plusieurs dizaines de pages. Donc ça faisait un peu court. Ça faisait court. Or, mes concurrents, eux, ont été questionnés plusieurs semaines auparavant. Donc j'ai dénoncé par voie de presse cette mascarade qui visait à me décrédibiliser en la matière. Je leur ai répondu très clairement que sur ce pacte, il y avait des éléments que je partageais, d'autres moins, parce qu'ils demandent aux candidats de s'engager sur des éléments très précis, trop précis, et les candidats qui s'engagent sur ce pacte, clairement le font de manière totalement électoraliste, alors qu'ils s'engagent sur des chiffres très précis sur lesquels ils ne pourront pas tenir leur parole. C'est-à-dire un exemple? Par exemple, sur la diminution de la consommation de certains bâtiments publics, ils sont très précis en parlant d'un pourcentage de réduction qui n'est pas forcément atteignable en 6 ans. Moi, je pense que l'écologie est l'affaire de tous, qu'il faut dire la vérité au Nîmois, mais qu'il ne faut surtout pas sortir de grands chiffres que personne ne pourra tenir. Il faut agir concrètement, il faut rénover les bâtiments communaux, c'est ce que je propose de faire notamment, pour passer en LED, pour que les bâtiments soient moins énergivores, et notamment les écoles qui ont un grand besoin de rénovation à Nîmes. Mais voilà, il ne faut pas mentir aux Nîmois.
Très bien, alors un fait tout à fait récent et d'actualité, quel est ton point de vue sur l'affaire de Olivier Jalaguier? Olivier Jalaguier qui sera sûrement inéligible pour participer en tant que colistier sur la liste d'Yvan Lachaud. Écoutez, je pense que c'est un petit coup politique, je ne sais pas d'où il vient, ça m'est égal. La liste d'Yvan Lachaud, honnêtement, je la regarde de loin, elle ne m'intéresse pas plus que ça. On sait très bien qu'Yvan Lachaud ne pèsera pas dans cette campagne. Toujours est-il que, à mon sens, sur le fond, juridiquement, à mon sens, Olivier Jalaguier n'est pas inéligible et que c'est une erreur d'interprétation de la préfecture. Je pense que c'est le cas. Après, voilà. Je ne pense pas que les Nîmois s'intéressent à ce sujet. Très bien. Alors, est-ce que ton homosexualité, qui n'est un secret pour personne, t'aura posé des obstacles dans ta vie politique? Non, non, pas d'obstacle particulier. Et puis vous savez, la vie privée des politiques n'intéresse pas les Nîmois. Je pense qu'ils s'en foutent, ils sont contre-fiches. Et que franchement, c'est pas un sujet qui les passionne. Et ils ont bien raison, parce qu'après tout, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Je suis entièrement d'accord chez lui. Avec toi. Alors, ancien du RPR, ancien soutien de Sarkozy, puis un passage éclair au nouveau centre. De ce fait, avec qui pourrais-tu faire alliance? Avec Fournier ou avec Lachaud? Non, moi je pense que je ne vise pas une alliance, je vise un rassemblement des Nîmois. Ce que je constate depuis plusieurs semaines sur le terrain, c'est que les Nîmois qui, historiquement, ont toujours voté à droite, eh bien, se joignent à moi. Ils me rejoignent parce qu'ils savent que l'appareil Les Républicains les a trahis et qu'aujourd'hui, le seul candidat de droite à Nîmes, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un Yvan Lachaud qui a fait alliance avec La République En Marche, et vous avez un Jean-Paul Fournier qui cache sans étiquette les Républicains, et qui, en plus, accueille des gens de gauche sur sa liste. Donc très clairement, aujourd'hui, le seul candidat de droite, c'est moi, et je pense que voilà, il n'y a pas question d'alliance derrière tout ça, il y a juste un rassemblement logique. C'est pour ça que même un élu de la liste issue de Jean-Paul Fournier en 2014 m'a rejoint. C'est pour ça que les Nîmois qui votaient traditionnellement pour Nicolas Sarkozy à l'époque, eh bien me rejoignent. C'est aussi pour ça qu'un tiers de ma liste, notamment, est composé de gens issus de la droite dite classique. C'est aussi pour ça que depuis quelques années dans le Gard, 3/4 des nouveaux adhérents au Rassemblement National sont issus des Républicains ou de l'UMP. Alors après une nouvelle série de tirs dans les quartiers Pissevin, à Nîmes, tu as dit il faut que la peur change de camp. Cette situation, toutes les villes en subissent les conséquences. Alors quelles sont tes solutions? Les solutions, elles sont très claires en la matière. Ceux qui disent qu'on ne peut pas agir mentent. Aujourd'hui, moi ce que je propose, c'est de doubler les effectifs de police municipale. Ils sont approximativement 150. Il faut passer à 300 d'ici la fin du prochain mandat. Il faut aussi réorienter les missions de la police municipale. Aujourd'hui, la police municipale à Nîmes a comme mission principale la police de route, à mettre des amendes à celles et ceux qui n'ont pas leur ceinture, qui téléphonent au volant. Moi, ce n'est pas mon idée de la police municipale. La police municipale, elle doit agir concrètement, elle doit être ferme, ça doit être tolérance zéro, c'est le mot d'ordre, et elle doit agir et lutter contre la délinquance. C'est ma priorité. On peut agir en doublant les effectifs de police municipale, en augmentant le nombre de caméras de vidéosurveillance, et ça fonctionne. Regardez ce qui se passe à Beaucaire. À Beaucaire, Julien Sanchez, depuis qu'il a été élu en 2014, a doublé les effectifs de police municipale, a mis des moyens considérables, près d'1 million d'euros ces derniers mois sur la vidéosurveillance. Le résultat, quel est-il? Moins 45% de cambriolage depuis qu'il a été élu. Moins 45% de vol avec violence. Moins 50% de destruction de biens. Voilà des résultats concrets. Essayez le Rassemblement National, ça fonctionne. Alors, on va parler des lieux de culte, parce qu'en ce moment, on en parle, beaucoup de cela. Alors, je te cite, le futur maire de Nîmes devra avoir le courage d'agir. Alors, cela voudrait dire que personne n'a osé affronter certaines situations. Eh bien, une nouvelle fois, que proposes-tu? Mais en matière de culte, la religion est quelque chose de strictement personnel et n'a pas à interférer dans le débat public. Aujourd'hui, le problème qu'on constate à Nîmes, c'est que la religion a pris une grande place et que les politiques en place, en plus, de manière totalement électoraliste, ont fait plaisir à certains cultes. Je peux vous prendre plusieurs exemples. Avant même d'être élu, en 2013, j'avais dénoncé le fait que la mairie de Nîmes, par l'intermédiaire de Jean-Paul Fournier, avait vendu un ancien temple protestant pour en faire une mosquée, vendue à un prix préférentiel, je le précise. Récemment encore, la mosquée de la gare, dont les murs appartenaient à la mairie de Nîmes, a été vendue à l'association qui gère la mosquée.
Sur le principe, pourquoi pas, sauf que la vente s'est faite elle aussi à un prix préférentiel et qu'en plus la mairie, avec l'argent des Nîmois, a fait les travaux préalablement à cette vente pour 150 000 €. Voilà encore une faveur qui a été faite et qui ne me convient pas. Quand la mosquée de la gare a été en travaux, la mairie de Nîmes a mis à disposition une salle au stade des Costières pour que les fidèles puissent prier. Je trouve ça pas normal. Nîmes Métropole a mis à disposition des bus pour que les fidèles puissent aller en bus pour aller prier. Je ne trouve pas ça normal. Moi je pense qu'il faut être ferme en la matière, qu'il faut refuser tous ces cadeaux à des cultes et qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que la religion c'est une affaire personnelle. Donc il aurait été préférable qu'ils prient dans la rue, par exemple, comme à Marseille? Pas du tout, il aurait été préférable qu'ils se financent eux-mêmes à 100% sans que l'argent des contribuables intervienne. Alors que faut-il faire pour les quartiers? Justement, on va y revenir, périphériques de Nîmes. Faut-il continuer à donner des subventions, par exemple, aux associations, ou bien leur apporter une aide différente? Les deux. Si vous voulez, sur les subventions, moi je ne m'oppose pas systématiquement aux subventions aux associations dans les quartiers. C'est une question de projet. Il faut étudier minutieusement les projets des associations. Le problème aujourd'hui, c'est que pour faire plaisir à certains, eh bien, on donne des subventions sans même regarder les projets. Certains projets sont bons et doivent être financés, d'autres ne le sont pas. Je vais vous prendre un exemple concret. Une association récemment a été subventionnée par la mairie de Nîmes, par d'autres collectivités également, et même par l'État. Cette association organisait et organise toujours une grande journée autour du cirque dans les quartiers. A priori, aucun problème avec ça. Sauf que cette association, que j'ai rencontrée par ailleurs, dans cette action, prévoyait la mise en place d'une tente pour faire venir les jeunes pour qu'ils puissent fumer leurs pétards. Donc, autrement dit, l'argent du contribuable sert à organiser une petite salle de shoot, si vous préférez. Moi, je comprends pas que des élus puissent voter ça, et nous avons été les seuls à nous opposer à ça. Mais à la base, c'était pour faire du cirque, pour éduquer les enfants, etc. Mais moi, j'ai aucun problème avec les bonnes actions. En revanche, cette action en particulier, mêler et jouer à un jeu dangereux en voulant inciter et attirer les jeunes, en leur mettant à disposition une tente pour fumer un pétard. Enfin, à un moment donné, c'est pas acceptable. C'était ce cirque qui se situait vers Pissevin. Pissevin, tout à fait. D'accord. Alors, Emmanuel Macron a déclaré récemment dans La République: on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est une femme, on ne peut pas accepter que quelqu'un refuse d'être soigné ou éduqué par quelqu'un d'autre, on ne peut pas accepter la déscolarisation, on ne peut pas exiger des certificats de virginité. Alors, moi je me pose la question, est-ce que Emmanuel Macron ne joue pas dans votre jardin? Mais Emmanuel Macron fait comme tous les anciens présidents de la République. C'est-à-dire que quand il sent le vent tourner et quand il voit que Marine Le Pen est sur le point d'accéder aux responsabilités, puisqu'aujourd'hui je rappelle qu'elle est quand même créditée de 46% dans les sondages, et qu'il reste 2 ans d'ici la présidentielle, eh bien il fait comme tous les présidents de la République, il commence à parler comme un Le Pen, sauf que dans les faits, il ne fait strictement rien. Voilà le problème. C'est qu'aujourd'hui c'est bien beau de dénoncer les choses, c'est bien beau de dire la vérité, nous on le fait depuis des années, sauf que d'ailleurs il faut agir. Bien. Que fait-il? On laisse la réflexion à qui le voudra. Quelle serait la première mesure que tu prendrais si tu étais élu maire de Nîmes? Il n'y a pas une mesure que je prendrais, il y en a plein. La première. Il y en a plein. La première. La première, ce serait de créer en conseil municipal les postes de policiers municipaux supplémentaires. Parce que je pense que sur la question de la sécurité, l'ensemble de mon projet se concrétisera. Parce que j'ai un projet en matière de sécurité, je l'ai dit, je veux que la peur change de camp, mais j'ai aussi un projet en termes de développement économique notamment, et tout ça c'est lié. Parce qu'aujourd'hui, une ville dans laquelle l'insécurité est galopante comme à Nîmes ne peut pas prospérer financièrement et économiquement. Donc je veux agir très concrètement et très rapidement sur la sécurité. Donc j'ai lu ou j'ai entendu que tu souhaitais diminuer le nombre de fonctionnaires en mairie. Tout à fait. Oui, il faut parler clairement, et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne mens pas aux agents de la ville de Nîmes. Je leur ai dit dès le début quelle était ma position, à savoir que je voulais dégager les économies pour pouvoir investir massivement. Et pour faire des économies dans une collectivité, il faut diminuer le fonctionnement. Aujourd'hui, on a 3000 agents à la ville de Nîmes. C'est une réalité. C'est beaucoup trop? Oui, c'est trop, oui. Évidemment, c'est trop. Il faut réorganiser les services de telle manière à ce que ça fonctionne mieux. Et ce que je propose aux agents de la ville de Nîmes, c'est un pacte de confiance. Je leur dis, on peut diminuer les effectifs, c'est une réalité, il suffit de réorganiser les choses.
Et je veux moins d'agents à la ville de Nîmes, mais des agents mieux payés et mieux considérés. Et tu souhaites quand même, malgré cela, augmenter le nombre de policiers municipaux. Tout à fait. Et quel rapport as-tu avec la police nationale? Parce qu'on parle souvent de policiers municipaux, mais peu de policiers nationaux. Mais aujourd'hui, il y a un travail partenarial à faire. Les policiers nationaux ont la volonté d'agir. Sauf que derrière, on le sait, l'État, depuis des années, baisse les budgets alloués à la police nationale et l'État n'assume plus ses responsabilités en la matière. Donc concrètement, il ne faut pas attendre derrière l'État. Évidemment, il va falloir taper du poing sur la table. Il va falloir rencontrer le préfet, solliciter le ministre de l'Intérieur et dire que la ville de Nîmes a besoin de plus d'effectifs de policiers nationaux. Sauf que dans les faits, on le sait, les effectifs sont en baisse constante. Donc il faut agir, il ne faut pas attendre après l'État parce que sinon la situation va se dégrader encore et encore. Tu parlais tout à l'heure de Beaucaire et des caméras de surveillance. Oui. Nîmes est bien pourvu pour cela, est bien équipé quand même. Et bien équipé, tout est relatif. Il y a 421 caméras à Nîmes pour 150 000 habitants. À Beaucaire, le ratio par rapport à Beaucaire le ratio par rapport à Beaucaire est moins important. On est à quasiment 67 caméras à Beaucaire pour 16 000 habitants. Voilà. Moi, je veux passer très rapidement à 600 caméras à Nîmes, et puis plus s'il le fallait, mais 600 déjà dans un premier temps. Et le trafic de drogue, parce qu'à Beaucaire, il y en a beaucoup, à Nîmes, il y en a beaucoup aussi, il y a cette politique... À Beaucaire, il y en a beaucoup moins. À Beaucaire, quand Julien Sanchez a été élu en 2014, des dealers, il y en avait à tous les coins de rue. Ben, aujourd'hui, vous ne les voyez plus à tous les coins de rue. Parce que la fermeté est mise en place, parce que les effectifs présents sur le terrain, parce qu'aussi la police municipale à Beaucaire est présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La nuit, par exemple, il y a plus de policiers municipaux qui tournent sur Beaucaire que de policiers municipaux sur Nîmes. Est-ce que c'est logique? Non. Il faut agir, et quand on veut, on peut. Le trafic de drogue, évidemment, c'est une lutte compliquée, ça prend beaucoup de temps. Mais si vous instaurez une tolérance zéro, que vous passez les bonnes consignes, vous pouvez très fortement le diminuer. Oui, mais là, il faudrait une aide de l'État, parce que... Bien sûr qu'il faut une aide de l'État, sauf que l'État n'agit pas, donc il faut aller plus loin et il faut montrer l'exemple. Et puis, quand une municipalité ose dire les choses et ose affronter les problèmes sur le terrain, eh bien, l'État regarde les choses d'un autre œil. Et je peux vous dire que la police nationale à Beaucaire, par exemple, agit et travaille en concertation très étroite avec la police municipale, parce que l'État se rend compte que la police municipale, aujourd'hui à Beaucaire, a d'excellents résultats. Et donc l'État est un peu vexé et du coup agit plus fortement. Et je pense qu'on peut faire la même chose à Nîmes. Si on montre que la police municipale est très présente sur le terrain, on va aussi faire comprendre à l'État qu'il faut soutenir cette lutte importante, et on va agir et on va avoir des résultats. Qu'est-ce que tu retiens de positif de ce qu'a fait Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, de son dernier mandat? Je retiens qu'on a une belle avenue Feuchère, qu'on a une belle avenue Jean Jaurès. Et le musée de la Romanité. Et un musée de la Romanité, Mmh. qui est joli. Voilà. Est-ce que diriger une ville de 150 000 habitants, c'est ça? Je ne pense pas que ce soit uniquement ça. La ville s'est embellie, certes, mais il y a encore beaucoup à faire en matière de sécurité, en matière de commerce du centre-ville. Justement. Ça va très mal. Alors, que faut-il faire pour le centre-ville, pour le développer justement? Et là aussi, il faut dire les choses très clairement, il faut agir concrètement. Moi, ce que je propose, c'est finalement très simple. C'est un effort financier important, certes, mais il faut le faire. C'est que la mairie mette la main sur les locaux commerciaux vacants en centre-ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien préempter dès qu'il y a une vente pour avoir la main dessus et être propriétaire des murs ou des fonds de commerce, ou les deux, pourquoi pas, ou bien louer les locaux aux propriétaires pour ensuite les louer ou les sous-louer. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'en ayant la main sur les locaux commerciaux, on peut aussi choisir le type de commerce qui s'y implante. Et du coup, contrôler la diversité commerciale. Parce que aujourd'hui, si on veut que ça fonctionne, il faut avoir son mot à dire sur le type de commerce qui s'implante pour assurer une diversité commerciale qui soit propice au business des commerçants. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a aucune politique municipale sur le commerce de centre-ville. Et ce que je propose également, qui est une mesure très concrète et qui fonctionnera, c'est que la mairie, les 2 premières années, loue à un tarif préférentiel à moins 30% sur la valeur du loyer aux commerçants qui s'implantent. Ça permet à un commerçant qui vient s'implanter à Nîmes, qui fait de l'effort de s'implanter à Nîmes, eh bien, de respirer pendant 2 ans. Parce qu'on sait très bien qu'un commerçant qui s'implante, il lui faut grosso modo 2 ans, parfois un peu plus, pour trouver sa vitesse de croisière.
Et sur les transports et sur le stationnement du centre-ville, est-ce que tu es favorable à la gratuité des transports? Non, je ne suis pas favorable à la gratuité des transports parce que celles et ceux qui parlent de gratuité des transports mentent aux Nîmois. Un transport, c'est jamais gratuit. Les Nîmois le payent à travers les impôts. Je suis pour un effort budgétaire permettant de baisser l'abonnement mensuel. Pour autant, la gratuité, c'est une mesure qui est souvent proposée par la gauche, mais qui n'est jamais financée par ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'à Nîmes, seuls 35% des foyers payent l'impôt. Donc il y a un déséquilibre qui est très clair. Comment voulez-vous financer des mesures sociales sans avoir de recettes dues aux impôts? C'est pas possible, il ne faut pas mentir aux gens. Je suis pour une amélioration du système de transport en commun qui aujourd'hui, par exemple, termine trop tôt. On est une ville qui doit absolument se développer d'un point de vue étudiant. Il faut qu'on devienne une vraie ville étudiante. Et pour ça, il faut aussi améliorer les transports en commun sur les horaires, sur les dessertes, sur le plan de circulation, parce qu'aujourd'hui, il y a des zones d'activité qui sont très mal desservies, voire pas du tout desservies, ce qui entraîne un problème pour les gens qui travaillent et qui veulent se déplacer en transport en commun. Donc il faut agir en la matière. Au point de vue jeunesse, c'est un petit peu le discours que nous tenait Yvan Lachaud ici même. Donc il faut effectivement créer cette université. Bien sûr. Donc c'est un... Bien sûr, et d'ailleurs j'ai toujours soutenu l'ensemble des délibérations à Nîmes Métropole consistant à favoriser l'implantation d'écoles ou d'universités. Pourquoi? Parce que notre ville a un grand retard en la matière et que l'on doit se diriger vers une ville étudiante. Mais attention, il ne faut pas oublier l'ensemble des choses. C'est-à-dire que faire venir des étudiants à Nîmes, c'est bien, mais il faut avoir un programme aussi pour les loger. Il faut aussi savoir les retenir après parce qu'on va former dans les années à venir des étudiants, des jeunes, mais il faut pouvoir aussi les retenir pour qu'ils restent ensuite s'installer sur la ville de Nîmes. Et donc tout ça, c'est un programme global qu'il faut avoir. Très bien. Alors tu viens de diffuser les noms de ta liste. Quel est le profil de tes colistiers? Ce sont des Nîmois. Ils ressemblent aux Nîmois. J'ai sur ma liste des gens qui viennent de milieux différents, qui ont des parcours professionnels différents. J'ai des colistiers de toutes les générations. J'ai des fonctionnaires, j'ai des commerçants implantés en cœur de ville. J'ai des salariés du privé, j'ai des ouvriers. Voilà, j'ai tout simplement une liste qui ressemble aux Nîmois, ça me paraît important. Et puis j'ai voulu faire sur cette liste une place importante aux jeunes, vous avez dû le voir. J'ai 13 colistiers de moins de 30 ans. C'est pas rien, je pense être la liste sur laquelle il y a le plus de jeunes. Quelques-uns déjà qui sont âgés aussi, bien sûr. 17, 80 ans. J'ai toute la génération. C'est important parce que en ayant une équipe composée de toutes les générations, eh bien, ça vous permet d'être au plus proche des Nîmois dans toute la composante que fait Nîmes. Les Nîmois, ils peuvent avoir 15 ans, ils peuvent avoir 20 ans, ils peuvent avoir 70 ans. Voilà. C'est important de représenter tout le monde et c'est important d'avoir le ressenti de tout le monde. Alors, le Rassemblement national fait toujours de très bons scores dans notre département. À quoi c'est dû? Tout simplement parce que le département du Gard est plus touché par les maux qui touchent la France qu'ailleurs. Il y a un taux de pauvreté qui est important, il y a une immigration qui est très importante, et puis il y a une insécurité qui est galopante, tout simplement. Donc évidemment que les Gardois sont un peu précurseurs et comprennent peut-être plus vite qu'ailleurs les choses, et comprennent que seul le Rassemblement national peut agir concrètement. Alors, j'ai lu que les médias en général souhaitaient faire barrage au Rassemblement national. Est-ce la cause de la marque de fabrique de l'époque du Front National et de Jean-Marie Le Pen? Et en quoi le Rassemblement national est-il différent du Front National? Mais, si vous voulez, que les médias essaient de lutter contre nous, j'en ai rien à faire, je vous le dis franchement. Même si, il faut rappeler que les médias ne sont pas là pour ça, et que un vrai journaliste se doit de dire les choses clairement, sans prendre parti. Libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Après, la différence entre le Front National et le Rassemblement National, c'est très clair. Le Front National a existé pendant de longues années, s'est implanté localement, et Marine Le Pen a souhaité créer le Rassemblement National avec le mot rassemblement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un parti qui attire des électeurs qui ont voté parfois à gauche, parfois à droite, parfois des électeurs qui ne votaient plus.
c'est un parti de rassemblement pour le bien de la France, en dehors de toutes les considérations finalement partisanes. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on aime la France, c'est qu'on dit les choses, on dit la vérité aux Français. C'est un peu comme dans le nord de la France, par exemple, où on voit que les socialistes étaient très implantés, la gauche en général était très implantée, et ils ont rejoint l'extrême droite, le Rassemblement national. Et aujourd'hui, dans le sud de la France, eh bien, ce sont les gens de droite qui rejoignent le Rassemblement national, parce qu'ils retrouvent une famille politique, et ils retrouvent les valeurs qu'ils partagent chez nous. N'est-ce pas le fait également que, ayant goûté, entre guillemets, à tous les partis, tout le monde est déçu? Évidemment, puisque que ce soit les partis de gauche ou de droite, ils ont menti aux Français. Ils ont promis de belles choses et ils ont toujours menti aux Français et ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Donc effectivement, que les gens se dirigent vers nous très naturellement en se disant, après tout, le Rassemblement national, c'est le seul mouvement qu'on n'a jamais essayé. Et quand on essaye le Rassemblement national, eh bien, l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Regardez dans nos villes, à Beaucaire, mais c'est pareil à Hénin-Beaumont, à Fréjus, etc. À Beaucaire, par exemple, Julien Sanchez a gagné avec 39% des voix en 2014. Aujourd'hui, à chaque élection intermédiaire, le Rassemblement national fait plus de 60%. Il y a combien de listes, combien de mairies déjà sur du Rassemblement national sur 13. 13. Donc il n'y a pas de problème. Un chiffre porte-bonheur. Chiffre porte-bonheur. Bon, depuis les européennes, tous les candidats nous parlent d'écologie. Ouais. Il y a urgence écologique à Nîmes? Il y a urgence écologique partout. En revanche, moi je ne veux pas mentir aux Nîmois, en matière d'écologie et de développement durable, une municipalité ne peut pas agir sur tous les plans. Mais elle peut agir quand même. Et moi je suis pour une écologie qui soit incitative et non punitive, comme certains. D'un point de vue municipal, la priorité doit être à la rénovation des bâtiments communaux qui sont très énergivores. C'est ma priorité. Et après, toujours en matière d'écologie, il faut inciter les Nîmois à utiliser les transports en commun. Mais pour autant, moi je ne veux pas faire une ville de Nîmes sans voiture comme certains. Il faut dire les choses, on est en province on a besoin de la voiture. Et donc c'est une politique globale, on parlait de stationnement tout à l'heure. En matière de stationnement, il n'y a eu aucune vision globale sur le territoire, avec les conséquences que l'on connaît, la désertation de la... Je vais y arriver. Oui, non mais on va y arriver. Les Nîmois ont déserté aujourd'hui le centre-ville, parce que le stationnement n'est pas prévu, a été diminué ces dernières années, parce que le stationnement est cher aussi, et je pense qu'il faut agir. On ne peut pas... Donc il faudrait de la gratuité partout ? Non, pas la gratuité partout, mais il faut inciter au turnover des voitures. Il faut aussi prévoir des parkings suffisants quand on prévoit des infrastructures. Vous voyez, le maire de Nîmes a enclenché, là, quelques semaines avant les élections évidemment, le centre des congrès. Le centre des congrès va voir le jour derrière le musée de la Romanité. C'est une bonne chose, je ne peux pas être contre, puisque c'est moi qui l'avais proposé en 2013, et que 15 jours après ma proposition, Jean-Paul Fournier avait avancé également cette idée. Comme quoi, on peut avoir des bonnes idées qui sont reprises par la municipalité. Sur ce centre des congrès, aucun stationnement n'a été prévu. Dites-moi où est-ce que l'on va stationner les personnes qui iront à ce centre des congrès, alors même que à chaque événement important sur la ville de Nîmes, les parkings sont déjà pleins. Bien. Les jeudis de Nîmes, tu souhaiterais les conserver également. C'est une fête populaire quand même. Bien sûr, mais moi je suis aussi pour développer les fêtes populaires toute l'année à Nîmes. Ça a une importance. Ça a une importance pour l'économie du territoire. Parce qu'aujourd'hui, si on veut réattirer les Nîmois en centre-ville, leur faire prendre l'habitude à nouveau de fréquenter le centre-ville. Et puis si on veut aussi attirer les touristes et les visiteurs et nos voisins dans le centre-ville de Nîmes, il faut multiplier les fêtes populaires gratuites. Aujourd'hui à Nîmes, on manque de fêtes populaires gratuites qui attirent les familles et qui disent la feria n'est pas gratuite, la feria est gratuite quand même, oui, par exemple. On parle de 2 événements dans l'année, sauf que les commerces du centre-ville ont besoin de vivre toute l'année. Donc moi je suis pour multiplier les fêtes populaires, c'est important et ça fonctionne quand on le fait en centre-ville. En revanche, il faut dire les choses très clairement. Aujourd'hui sur Nîmes, il y a très peu de fêtes populaires gratuites. On a un certain nombre de festivals par exemple qui sont tous à huis clos, fermés, avec des billets payants. La ville doit impérativement faire cet effort financier pour réoxygéner le centre-ville. Donc ce qui veut dire par exemple tous les festivals qu'il y a dans les arènes, ils seraient gratuits. Non, il faut faire un mixte des deux. Évidemment que quand on fait venir Elton John dans les arènes de Nîmes, on va pas le faire gratuit, c'est une évidence. Il faut avoir une certaine logique, mais ça n'empêche pas de multiplier des concerts un peu partout en centre-ville,
pour faire venir une population si différente, pour que les gens viennent en famille, s'amuser gratuitement. Ça n'empêche pas d'avoir des événements payants, évidemment, mais voilà, il faut un juste milieu. La feria sans la corrida, ça serait possible ou pas? Je ne le crois pas. Donc tu es favorable à la corrida? Oui, oui. Je pense que on se trompe de cause. Vous voyez, moi, la cause animale, j'y suis très sensible. Je suis moi-même adhérent de beaucoup d'associations de défense des animaux. Mais vous voyez, j'aimerais mieux que l'on s'acharne plutôt contre l'abattage rituel qui fait souffrir des millions de bêtes chaque jour dans le monde. Oui, ça existe, oui. Ça me paraît beaucoup plus important. Alors, le Gard est dans le top 5 des départements les plus radicalisés de France. Le maire peut-il résoudre une telle situation? Et n'est-ce pas l'État, justement, on y revient, à pallier à ce problème, justement, Si, la radicalisation? Et évidemment que c'est à l'État de régler ce problème. Mais, pour autant, le maire doit agir en la matière. Quand vous faites des cadeaux à certains cultes dans les quartiers, quand vous laissez faire pour pas créer de tension dans les quartiers et que les policiers ne vont plus dans les quartiers parce qu'on leur demande de ne plus y aller, eh bien on entretient ce cercle vicieux et on entretient la propagation de la radicalisation. Donc même si c'est un problème national avant tout, le maire peut agir et doit agir. Mais on a vu son impuissance récemment auprès quand il y a eu cette fusillade. Évidemment qu'il est impuissant puisqu'il n'a rien fait en la matière. Il a écrit au président de la République. Oui, on peut tous écrire, hein, mais ça ne va pas régler le problème. Et puis c'est bien beau d'attendre la fin du mandat pour écrire, mais à un moment donné, ça fait 18 ans qu'il aurait peut-être pu secouer un petit peu le président de la République. Excusez-moi, mais en matière de radicalisation et de sécurité, rien n'a été fait à Nîmes. La police municipale ne va plus dans les quartiers parce qu'elle a ordre de ne pas y aller. La police municipale, dans certaines rues, a ordre de ne pas s'arrêter. Je vous prends la rue de la République. Vous avez des deals tous les 20 mètres à peu près, en plein jour, devant tout le monde. Qu'est-ce qui est fait? Rien. La police La rue nationale également. Hein. La rue nationale également, mais il y en a plein d'autres. Et donc, quand on veut agir, on peut. Mais il faut se donner les moyens et il faut donner les ordres à ces policiers. Alors, le Rassemblement national plafonne en 3e position du dernier sondage. Il ne récolte que 18% des intentions de vote, principalement constituées des plus de 50 ans. Il a à peine à élargir son électorat? Non, mais vous savez, les sondages, il faut les prendre avec des pincettes, et encore plus les sondages municipaux. Aujourd'hui... C'était un sondage municipal, celui d'Objectif Gard, par exemple? Oui, il a été fait que sur la ville de Nîmes. Oui. Il a été fait que sur la ville de Nîmes. Et les sondages aujourd'hui... Mais j'avais pas compris ta réponse, excuse-moi. Je pensais que c'était la mairie qui l'avait... Ah non, c'est pas un institut de sondage, mais l'institut de sondage lui-même a dit qu'il avait des difficultés à mesurer notre poids réel et le poids des autres. Tout le monde en est conscient. Je vous prends un exemple très concret. En 2014, il y a eu un sondage de fait à Hénin-Beaumont, ville dirigée aujourd'hui par le Rassemblement national. Notre maire, c'est Steve Briouat. Eh bien, ce sondage qui avait été fait à l'époque, 26 000 habitants, Hénin-Beaumont, donnait Steve Briouat perdant au second tour. Quel a été le résultat? Il a gagné au premier tour. Il y avait 15 points de différence entre le sondage et la réalité dans les urnes. Mais c'est logique, parce qu'aujourd'hui, les instituts de sondage n'arrivent pas à mesurer les poids dans les collectivités. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à toucher les électeurs. Les méthodes traditionnelles de sondage ne sont plus adaptées à l'époque d'aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont même plus le téléphone fixe chez eux et ne reçoivent plus d'appels. Et les gens sont méfiants aussi envers les instituts de sondage parce qu'ils sont sollicités très régulièrement. Voilà, donc très clairement, les sondages locaux ne fonctionnent jamais, on le sait. Donc moi, vous savez, les sondages, je les regarde parce qu'il faut les regarder, mais je sais très bien que nous ne serons pas en 3e position, nous serons en tête. Ah d'accord, donc parce que là, actuellement, c'est 18%. 19. Donc, 19. Donc, est-ce que l'extrême droite dispose-t-elle d'un socle solide? Mais attendez, aux élections européennes, nous sommes arrivés en tête à Nîmes. Aux législatives, sur la ville de Nîmes, nous avons fait 37%. Voilà, je vous laisse juge. D'accord. Alors, le candidat... donc ça, et nous serons 4 au second tour. Eh oui. Avec 37%, on gagne. Donc, ce qui veut dire que la porte est ouverte. Tout à fait. Quelles sont les propositions pour se projeter économiquement? On en a parlé tout à l'heure, mais ça serait bien d'en parler, surtout sur l'avenir. Et quels moyens proposes-tu? Et comment créer de la richesse et de l'emploi? On l'a évoqué, mais ça serait bien de l'évoquer beaucoup plus largement. Il y a 2 axes. Il y a l'axe développement économique,
plus tourné vers l'installation d'entreprises, et puis il y a l'axe commerce de proximité, commerce de centre-ville. Sur le commerce de centre-ville, je l'ai dit, je veux qu'on redynamise ce centre-ville. Ça passe par une politique de stationnement, par une politique incitative, par du démarchage aussi de la ville qui doit aller chercher les commerçants pour s'installer en centre-ville, etc. Sur le développement économique et l'installation d'entreprises, il faut aujourd'hui que l'on fonctionne en véritable VRP. Le maire doit être le premier VRP de sa ville et doit aller chercher les entreprises. Aujourd'hui, on a une compétence développement économique qui est gérée à la fois par Nîmes Métropole et par la région. Nîmes Métropole n'a rien fait en la matière. Il y a eu beaucoup d'annonces de faites pendant ce mandat et rien n'a abouti. Il y a plusieurs raisons à cela. Est-ce que notre territoire est suffisamment attractif d'un point de vue imposition? Je ne le pense pas. La CFE, la cotisation foncière sur les entreprises, par exemple, est 10 points plus élevée que la moyenne nationale. C'est un premier frein qu'il faut lever très rapidement, parce qu'une entreprise, si elle a le choix de s'installer à Montpellier ou à Nîmes, elle va regarder quoi? Le prix du terrain, et elle va regarder quoi? Les impôts. Et à Nîmes, une entreprise est plus taxée qu'ailleurs. C'est la réalité, et donc c'est un premier frein. Et puis ensuite, il y a l'attractivité des zones économiques. À Nîmes, il n'y a pas eu une logique d'aménagement du territoire global. On a créé des zones un peu partout. Elles se sont vidées mutuellement, elles se sont fait concurrence mutuellement. À un moment donné, il faut mettre un frein à tout ça. Et il faut dire qu'on a des zones d'activité aujourd'hui, on a des zones commerciales également. Il faut en rester là, il faut déjà développer l'existant. Aujourd'hui, le plan local d'urbanisme permet encore de créer des surfaces commerciales, notamment un peu partout, et notamment dans la couronne de la ville et aux alentours du périph'. C'est un problème, il faut geler tout ça. Jean-Paul Fournier est le premier à dire « j'ai gelé toute construction de nouvelles surfaces commerciales dans mon plan local d'urbanisme ». C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, le plan local d'urbanisme permet ces constructions-là et ça déséquilibre commercialement les choses. Et puis sur les entreprises, on a des zones d'activité qui peuvent accueillir des usines, qui peuvent accueillir des infrastructures importantes, mais faut-il savoir vendre la ville, baisser les impôts pour les entreprises pour qu'elles puissent venir, et puis offrir des services aussi aux futurs salariés de ces entreprises, parce qu'un chef d'entreprise, il va aussi regarder le bien-être de ses futurs salariés, et donc il va aussi choisir son lieu d'implantation pour ça. Aujourd'hui, vous avez des zones d'activité, prenons l'exemple de la zone de Grayson par exemple, oui, où vous avez 3 bus par jour. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qui ne correspondent même pas d'ailleurs aux heures d'ouverture des entreprises. Donc comment les salariés peuvent-ils se déplacer s'ils n'utilisent pas la voiture? Voilà, il faut commencer par ça, par déterminer les zones qui doivent être développées, qui peuvent encore accueillir de nouvelles entreprises, et voir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à y attirer des entreprises. Faire un petit peu comme Montpellier, c'est ta ville socialiste. Mais Montpellier a fait de belles choses, notamment sous l'époque Georges Frêche. Georges Frêche avait l'étiquette qu'il avait, mais ça a été le meilleur maire de Montpellier depuis toujours. Ça a été un maire bâtisseur. Moi, l'étiquette des uns ou des autres, je ne la regarde pas. Moi, maire de Nîmes, je vais aussi travailler avec Denis Boide, le président socialiste du département, pour l'intérêt de la commune. Évidemment, je vais aussi aller demander rendez-vous à la présidente de région qui est socialiste pour travailler pour le bien commun. Voilà, moi j'ai aucun problème à travailler avec les autres. Les étiquettes politiques des uns ou des autres ne me regardent pas et ne m'intéressent pas. Ce que je veux, c'est faire avancer le territoire. Alors, Johan Gillet serait-il président de Nîmes Métropole et maire de Nîmes? En tout cas, Johan Gillet, maire de Nîmes, sera candidat à la présidence de Nîmes Métropole. D'accord. Donc, cumulant les deux postes. Tout à fait. C'est la solution, à ton avis? Oui, c'est pas la seule solution, hein. Ça peut très bien être une autre solution. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de se positionner là-dessus. Je dis que je serai candidat à la présidence de Nîmes Métropole, mais on verra ce qui se passera après les élections, parce que évidemment, pour avoir une certitude dans la matière, il faut attendre les résultats dans toutes les communes que compose Nîmes Métropole, et donc voilà, il y aura des pourparlers avec les autres maires, parce que il faut impliquer tous les maires, quelle que soit leur étiquette, parce que Nîmes Métropole, c'est avant tout un travail collaboratif entre tous les élus, quel que soit leur bord politique. Oui, c'est le cas actuellement, 38 villages. 30... C'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a une guerre énorme et Yvan Lachaud, Jean-Paul Fournier et les maires des autres communes se font la guerre pour des raisons bassement politiques. Mais là, on sait que c'est tu me soutiens à telle élection, tu vas avoir des fonds de concours, etc. Moi, je fonctionne pas comme ça. C'est l'intérêt général avant tout. On sait que les relations Fournier-Lachaud ont paralysé la ville. Ça, tout le monde en est bien conscient. Alors, une chose, et ce sera ma dernière question. Une chose est sûre, il est difficile de convaincre les catégories socio-professionnelles les plus favorisées à rejoindre le Front National. Pourquoi? C'est faux. Ah. C'est faux. En tout cas, à Nîmes, c'est faux, puisque ces dernières années, le Rassemblement national a très fortement évolué.
quand je prends les résultats des dernières élections, sur les 10 dernières années, nous avons considérablement évolué, gagnant jusqu'à 20 points dans certains bureaux de vote des quartiers les plus favorisés de Nîmes. D'accord. Là où Jean-Paul Fournier a perdu le plus de points. Écoutez, nous... Et c'est logique, nous avons un programme économique et de développement du territoire qui est crédible. Nous sommes les seuls à dire la vérité, à dire là où nous pouvons agir, là où nous ne pouvons pas agir, et nous disons les choses très clairement. Et vous ne me trouverez pas sur le chemin des autres candidats qui promettent beaucoup de choses sans pouvoir les financer. Écoute, nous te remercions, toute l'équipe de Tête à Tête, merci à vous d'être venu dans l'émission. Merci. J'espère que tu en garderas un bon souvenir. Bien sûr. Enfin, nous, pour notre cas, c'est le cas. Pardonnez-moi pour cette répétition. Alors, si tu avais un message à délivrer aux Nîmois, je t'en prie, tu as la parole. Je regarde où? Non, si j'avais un message aux Nîmois, il est très clair. Les 15 et 22 mars, vous avez un choix à faire. Aujourd'hui, on sait très bien que seuls 2 candidats sont en capacité de remporter cette élection. Ce sera ou bien le maire sortant, Jean-Paul Fournier, ou bien moi. Aucun autre candidat n'est en capacité de gagner. Jean-Paul Fournier a fait son temps, je le respecte et je reconnais ce qu'il a fait de positif. Je mets aussi en avant ce qu'il a fait de négatif. Mais l'on sait très bien aujourd'hui que Jean-Paul Fournier ne terminera pas son mandat et qu'il est déjà en train de préparer en off sa succession. Il a annoncé qu'il confierait la présidence de Nîmes Métropole à Franck Proust. Et il est en train de préparer, même s'il ne veut pas l'avouer, sa succession à la mairie, puisque l'on sait très bien que Julien Plantier, son adjoint au sport, eh bien, sera le futur maire de Nîmes. Si vous votez Jean-Paul Fournier, vous n'élirez pas Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes pour 6 ans, puisqu'il ne terminera pas son mandat. On le sait très bien, c'est un secret de Polichinelle. Aujourd'hui, moi, je vous propose un projet de bon sens lié sur la sécurité, sur le développement économique, sur l'écologie. Il faut agir très concrètement pour la ville de Nîmes et je ne vous ferai pas de fausses promesses. Mes promesses seront appliquées demain. Si nous remportons cette élection, je compte sur vous. Merci Johan Gillet, merci à toute l'équipe d'être une nouvelle fois présente ce matin au restaurant La W. C'est vrai que nous enregistrons 2 émissions par semaine, ça fait beaucoup. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. À très bientôt et bye bye.